Et c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Entretien Analyse revient dans ce numéro et passera au crible quelques points de l'actualité nationale. Mon invité, Rachidi Ojo, analyste politique, expert en communication politique et publique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Pis, merci de votre invitation. Alors, depuis la rencontre du 22 septembre 2021 entre le chef de l'État Patrice Talon et l'ancien président Boni Yayi, plusieurs réactions d'enregistrées au Bénin dans le rang des acteurs politiques. Quelle est, Rachidi Ojo, votre analyse de l'ensemble de ces réactions? Effectivement, comme vous le dites, depuis cette rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et l'ancien président de la République Boni Yayi, il y a eu beaucoup de réactions, aussi bien dans le rang de simples citoyens, de citoyens lambda, que dans le rang des acteurs politiques, des personnalités publiques. Pour que notre analyse puisse avoir un intérêt, Oui. il va être judicieux qu'on puisse s'intéresser aux réactions critiques. Parce que, de toute évidence, les réactions que l'on a enregistrées du côté des acteurs qui soutiennent le président Patrice Talon, qui sont membres de la majorité présidentielle, sont en quelque sorte des réactions d'adhésion, d'approbation. Et que ce qui doit nous intéresser dans le cadre de l'analyse que vous avez demandé, ce sont les réactions critiques, puisque c'est là que se trouve l'intérêt de l'analyse. Mais avant, je voudrais quand même qu'on fasse un petit tour en arrière, qu'on essaye d'analyser un peu le champ lexical de cette rencontre. Vous savez très bien que l'ancien président de la République, Boni Yayi, au terme de cette rencontre avec son successeur, a évoqué un certain nombre de sujets, a fait usage d'un certain nombre d'expressions, a employé des mots. Il a parlé de la nécessité de parvenir à une décrispation politique. Oui. Ça suppose que la question de la décrispation politique concerne l'ensemble de la République. Effectivement, il faut se demander si aujourd'hui, nous avons le sentiment d'être dans un pays qui vit une crispation politique. Est-ce que les Béninois sont crispés? Est-ce qu'une éventuelle crispation politique concerne l'ensemble des filles et fils de ce pays? Est-ce que ça concerne la nation tout entière, la République dans son ensemble? Et sans embâche, ma question à cette réponse est non. Moi, je ne suis pas crispé, ni physiologiquement, encore moins politiquement. Et je peux dire que vous aussi, vous n'êtes pas crispé. Mais il n'est pas exclu que certains d'entre nous, à la suite d'un certain nombre d'événements, s'estiment crispés. C'est d'ailleurs pour ça que, dans sa réaction, je vais évoquer cette réaction de façon implicite, avant d'en parler de façon plus explicite plus tard. Dans sa réaction du 25 septembre 2021, l'ancien ministre de la Défense, ancien député, candidat Zanaï, a d'ailleurs mis l'expression décrispation politique en griffe. Ça signifie beaucoup de choses. Alors, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que les doléances que M. Boni Yayi a exposées à son successeur, quand bien même ces doléances peuvent être partagées par une bonne partie de notre population pour des raisons d'affinité familiale, pour des raisons de solidarité nationale, parfois même pour des questions humanistes, il est clair que la décrispation ne concerne pas tout le monde, parce que les doléances vont dans le sens de demander que ceux que l'ancien président Boni Yayi considère comme des détenus politiques, des prisonniers politiques puissent être libérés, que ceux qu'il considère comme étant des exilés puissent rentrer. Oui, aujourd'hui, vous verrez peu de Béninois qui seront contre que des Béninois qui sont en prison sortent de prison ou que des Béninois qui vivent à l'extérieur du pays rentrent chez eux. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes dans une situation de crispation. Alors, les réactions qui ont suivi, vous avez vu la réaction d'abord d'une personnalité, membre du parti Les Démocrates, dont le président Boni Yayi
est le président d'honneur. Une réaction qui est allée dans le sens de la négation de la légitimité même du pouvoir exercé par M. Patrice Talon en tant que président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Ensuite, vous avez vu, nonobstant les précautions prises par M. Boniaï pour dire « Ah, c'est avec l'autorisation de M. Nicéphore Dieudonné-Soglo qu'il est venu rencontrer son successeur », celui-ci a quand même essayé de nuancer en menaçant même de balancer des choses et qui n'a pas envie de dire des conneries. Et puis, le fils de l'ancien président Nicéphore Dieudonné-Soglo a souhaité que ce genre de rencontre, pour être une bonne rencontre, devrait être élargie à des personnalités emblématiques. Et il y a encore quelques heures, j'ai suivi sur la page de Reporters du Monde l'interview que le président du parti Les Démocrates a accordé à votre média, et il se dégage clairement que lui, dans sa prise de position, je suppose au nom du parti par rapport à cette rencontre, il a essayé aussi d'être précautionneux en utilisant les techniques de la communication, de la démarcation. Bon, en disant oui, le président Boniaï, comme il a dit lui-même, il est allé là-bas en tant qu'ancien président de la République. Mais il n'en demeure pas moins que le parti approuve la démarche. Bien sûr, c'est ça. Que les doléances, les préoccupations qui ont été exposées sont les préoccupations que partage le parti Les Démocrates. Oui. Alors, avant de revenir sur cette réaction de façon détaillée, il est important de noter que les différentes réactions des acteurs politiques de l'opposition enregistrées prouvent très bien que l'opposition, quoiqu'elle est plurielle, n'a pas le même objectif. Les femmes et les hommes qui incarnent cette opposition n'ont pas les mêmes préoccupations, ou si vous voulez, n'ont pas les mêmes problèmes. C'est d'ailleurs pour ça que la démarche de l'ancien président Boniaï ne peut faire l'unanimité, parce que autant qu'ils sont, chacun sait ce qu'il cherche auprès du président de la République et chacun sait également là où il va et la manière dont il compte obtenir ce qu'il désire. Pour revenir sur la réaction du Avant président... d'aller plus loin, à ce niveau-là, j'aimerais que vous soyez un peu plus explicite. Vous essayez... Je finis rapidement, okay, et vous allez poser votre question. Okay. Je pense que je vais finir avec cette dernière partie. Alors, lorsque vous prenez la réaction du président du parti Les Démocrates, telle que rapportée par l'interview que vous avez diffusée, il a cherché, pour moi, désespérément, un point de convergence entre la réaction de M. Eugène Azatassou, la réaction que lui, il a eue par rapport à cette rencontre, et je peux dire l'opinion ou la réaction de M. Candide Azanaï sur cette question. Il n'y a pas de point de convergence. Et le fait qu'il n'y ait pas de point de convergence prouve que les objectifs au sein de l'opposition sont également pluriels, qu'il n'y a pas un seul objectif. Et ça, on peut bien se poser des questions parce que quand on est une opposition, le seul objectif doit être de réaliser l'alternance. On peut penser qu'il soit nécessaire, avant donc d'avoir cette alternance au sommet de l'État, de rétablir ce qu'ils appellent, ce qu'ils considèrent comme étant la démocratie qui est mise à mal, de rétablir ce qu'ils considèrent comme étant les libertés publiques et individuelles qui seraient menacées, etc. etc. Donc, en résumé, les réactions des différentes personnalités de l'opposition sur cette rencontre montrent très bien et confirment les craintes de ceux qui pensent que l'opposition béninoise s'éloigne de plus en plus des préoccupations des citoyens, des préoccupations des populations, des préoccupations même de leurs partisans et des gens qui comptent sur cette opposition pour peut-être un jour parvenir à la fin du système Talon. J'ai entendu dire qu'il n'est
point besoin qu'ils partagent les mêmes avis sur, enfin, qu'ils aient forcément Les mêmes points de vue. les mêmes points de vue, mais que l'objectif étant de réaliser, enfin, de restaurer les acquis démocratiques, de réaliser l'alternance. Donc, du coup, vous, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste politique, vous pensez que l'opposition politique aujourd'hui à Patrice Talon, à cette allure-là, n'obtiendra aucun résultat. Est-ce nécessaire pour l'opposition politique de s'entendre forcément, par exemple, sur cette démarche de Boni-Yayi avant qu'on ne soit rassuré de ce qu'elle est en bonne voie d'atteindre ses objectifs? Alors, je vous remercie pour cette question. Personne ne demande à l'opposition de parler d'une même voix. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Une opposition, c'est plusieurs personnalités, c'est plusieurs partis politiques, avec des conceptions parfois différentes de la vie politique, avec des prismes d'analyse qui ne sont pas les mêmes, et les méthodes d'appréciation qui varient d'une personnalité à une autre. Mais quelle que soit la pluralité qui se manifeste au sein d'une opposition, l'objectif doit être lisible et visible. Et c'est ce déficit de visibilité, de lisibilité de l'objectif de l'opposition qui pose justement problème. Votre invité dit que l'essentiel pour les acteurs de l'opposition, c'est que l'on réalise l'objectif. Mais quel est cet objectif? Que quelqu'un peut prendre par une route pour se rendre à Porto Novo, quelqu'un d'autre peut décider de prendre par Abomey pour se rendre à Porto Novo, mais c'est quoi cet objectif? Lorsque vous prenez la réaction, et là je reviens une fois encore là-dessus, de M. Candida Zanaï, vers la fin du long test qu'il a publié, il dit le dialogue doit être l'aboutissement de la lutte de la résistance nationale menée de façon pacifique et non violente. Ça fait maintenant 3 ans que cette résistance nationale est en marche. Cette lutte, quelles sont ses caractéristiques? Est-ce que c'est ce que nous observons là, les tests publiés sur les pages Facebook, les conférences publiques, les conférences de presse? Est-ce que c'est ça qui va permettre d'amener un gouvernement avec lequel on n'est pas d'accord à changer de méthode, à changer la manière de gouverner? Je ne pense pas. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. L'auteur de cette réaction a sûrement envie de quelque chose qui n'est pas exprimé. Mais que voulez-vous qu'il fasse? J'arrive, qui n'est pas exprimé. Et lorsque vous prenez le Parti Les Démocrates, son président vous a bien signifié que la vocation d'un parti politique, c'est d'acquérir le pouvoir. Et pour acquérir le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut participer il faut gagner les élections. Et avant de gagner les élections, il faut participer à la compétition électorale. Et donc, vous voyez comment est-ce que lorsqu'on parle d'un acteur à un autre, on n'arrive pas à se demander, on n'arrive pas à cerner, à identifier clairement l'objectif qui est commun à l'ensemble de l'opposition politique béninoise. Mais il réclame, l'opposition béninoise aujourd'hui, à l'état actuel, réclame de dialoguer, chose qu'elle n'arrive pas à obtenir. Et vous dites que l'objectif n'est pas clair? D'accord. Donc, M. Boni-Yayi appartient à l'opposition, oui ou non? Oui. D'accord. Lorsqu'il a demandé à rencontrer le président Patrice Talon et que celui-ci lui a accordé une audience, c'est dont il a été question le 22 septembre 2021. C'est du dialogue, oui ou non? Quand un ancien président de la République et un président de la République en exercice se retrouvent pour parler de la République, pour parler des questions touchant à la vie de la nation, est-ce que c'est une manifestation du dialogue au sommet de l'État? Alors, le dialogue dont vous parlez, et c'est là où vous m'amenez à aller un peu plus loin, c'est justement ce dialogue que nous pourrions avoir à la suite d'une situation de crise. Et je rappelle que le Bénin n'est pas en crise politique. L'État ne se résout pas à la personne de M. Boni-Yayi et de M. Patrice Talon. Donc, M. Boni-Yayi, qui a dirigé le Bénin pendant 10 ans, qui est le président d'honneur d'un parti politique, à travers lequel
des centaines et des milliers de personnes se reconnaissent, se retrouvent, discutent avec M. Patrice Talon, président de la République en exercice, soutenu par des centaines et des centaines de milliers de personnes. Et vous trouvez que le pays ne se limite pas à eux. Yahya Boni a représenté le pays à un moment donné de sa vie pendant 10 ans. Et aujourd'hui, Patrice Talon représente le pays. Alors, si on doit retrouver des gens pour parler du pays, à quel acteur il faut s'adresser nécessairement? Donc, vous voulez dénier le droit à ces deux personnalités de parler au nom de la République? Ça ne s'entend même pas. Ça ne peut même pas se comprendre. On ne leur dénie pas ce droit-là, mais le bon sens aurait voulu que le dialogue qu'on appelle s'élargisse aux acteurs. Alors justement, ce dialogue dont vous parlez, une fois encore, l'opposition n'est pas unanime sur les modalités. Sauf que il y a une position dominante ou qui s'exprime fortement. C'est cette position incarnée par des acteurs de l'opposition qui estiment qu'il faut un dialogue comme si on était dans une situation de crise. Et je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas anodin. C'est justement parce que c'est ce type de dialogue souhaité qui pourrait permettre à ces acteurs, qui aujourd'hui l'on peut considérer comme des espèces politiques menacées où on voit des disparitions, d'assurer leur renaissance politique, de se refaire une certaine virginité politique. Imaginez plus aujourd'hui, qu'on se retrouve dans une situation où les institutions démocratiques ne fonctionnent plus, le gouvernement n'est plus en mesure de siéger, de décider, le Parlement non plus, et que ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un coup d'État, ça peut être une situation d'insurrection populaire, ça peut être une mutinerie, ça peut être une révolte, tout ce que vous voulez. Et puis là, tous les acteurs, même ceux qui aujourd'hui sont absorbés par les réformes politiques, pourront avoir droit au chapitre pour se présenter, se retrouver dans une salle, parler français du matin jusqu'au soir, sans que les réels problèmes du pays soient abordés. Et tout le problème est là. Quel dialogue veut-on que l'on n'ait pas déjà eu l'occasion de vivre en 2019 ou qui n'ait pas déjà commencé par la rencontre du 22 septembre 2021? Et ce n'est pas anodin. Et ceux qui parlent donc de crise et qui veulent cette forme de dialogue, d'autres vont loin. Et puis, ils l'ont dit, les assises nationales, une nouvelle conférence nationale pour remettre tout à plat, remettre le compteur à zéro. Et pour permettre à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir dans le nouvel ordre politique, dans le nouvel ordre républicain, de pouvoir refaire surface et se rajeunir politiquement, si vous le voulez. Il y a une deuxième catégorie d'acteurs qui parlent de crise, qui parlent de dialogue. Et cette catégorie d'acteurs est composée de personnalités publiques qui parlent beaucoup, mais beaucoup plus intéressées par les dividendes publicitaires que ces personnalités pourront tirer des initiatives de sortie de crise proposées par elles. Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, dans ce sillage, on peut parler d'une initiative de demande populaire de mise en liberté des personnes détenues pour des faits qui auraient été commis dans le cadre de l'élection présidentielle. Et regardez, et depuis que cette initiative est lancée, ça parle pratiquement tous les jours, la communication est abondante, il y a eu une surmédiatisation des personnes qui portent cette initiative. Donc, la publicité, la gloire et la réputation personnelle que ces personnes tirent de leur initiative leur paraissent plus importantes que la réalité de la situation qui n'est pas une situation de crise. C'est quand même tort de penser ainsi. Deuxième chose, je suis en train, c'est même pas une pensée, je suis en train de vous faire une analyse qui est fondée sur des faits. Et je termine pour dire, regardez, si nous avons été dans une situation de crise, est-ce qu'on aurait besoin, à Pussonyo, de proposer de l'argent à des citoyens qui peuvent présenter leur carte d'identité, leur certificat d'identification personnelle, le passeport ou toutes autres pièces d'identité, de leur proposer donc de l'argent
avant que le formulaire de demande populaire de libération des personnes détenues ne soit signé. On propose 50 000 francs CFA à tout citoyen capable de rassembler 30 signatures. Vous pensez que si on était dans une situation de crise qui concerne donc l'ensemble de la République, une situation de crise dans laquelle... Vous avez les preuves de ce que vous avancez, M. Odio. Je viens, toutes les filles et tous les fils de ce pays se sentent concernés. Vous pensez qu'on a besoin de contraindre, de proposer de l'argent aux gens avant que les citoyens ne puissent adhérer à une initiative qui va conduire à la libération oui. de certaines personnalités détenues. Avez-vous vraiment les preuves de ce que vous avancez, Rachidi Odio? Vous n'imaginez pas qu'avec mon modeste parcours dans le métier qui est le vôtre, et aujourd'hui avec les nouveaux horizons que je suis en train de prospecter, que je me mette sur un plateau et que parce que je fais une analyse, que je raconte des inexactitudes. Je vous dis, c'est parce que je ne fais pas une analyse personnalisée ou personnifiée. C'est pour ça que je n'ai pas envie de vous donner des noms parce que ça ne sert à rien. Mais les personnes qui suivent l'actualité, qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, savent très bien de quoi je parle. Donc, voyez, quand on est obligé de sortir l'argent de sa propre poche pour faire la promotion d'une initiative pareille, parce qu'on souhaiterait un dégel progressif d'une situation de crise, ça prouve qu'on n'est véritablement pas en crise. Et c'est là où je voudrais vous emmener à travers ce raisonnement. Rachidi Odio, que pensez-vous alors aujourd'hui des doléances faites par Boni Yayi auprès de son successeur? Alors, Monsieur Boni Yayi est fondé à faire toutes les doléances auprès de son en tant qu'ancien président. En tant qu'ancien président, il peut tout demander, sauf qu'à analyser de très près les demandes qui sont faites. Oui. Je peux vous dire que ces demandes portent le germe d'un piège. Ces demandes sont faites assurément de bonne foi, mais il s'y trouve un piège pour le président Patrice Talon. Et c'est lequel? Lequel? Très bien. Vous savez très bien que M. Boni Yayi appartient à une opposition qui a toujours accusé le président Patrice Talon et son gouvernement d'instrumentaliser la justice, de donner des instructions aux juges, de compromettre l'indépendance de la justice. Et lorsqu'on demande au président Patrice Talon d'agir pour que des personnes qui sont détenues dans le cadre d'un traitement judiciaire d'un certain nombre de dossiers, d'un certain nombre d'affaires, soient libérées, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande tout simplement de prouver qu'il s'est toujours immixé dans l'instruction des dossiers devant les juges, de prouver qu'il s'est toujours ingéré, qu'il a toujours pris du plaisir à s'ingérer dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. C'est exactement ce qu'on lui demande. Je comprends que, j'imagine que l'absence des citoyens qui sont en prison, des personnalités qui sont en prison, soit une épreuve très douloureuse pour ces personnes, pour leurs familles et pour leurs proches. Mais lorsque je prends seulement le cas de ceux qu'on peut considérer comme personnalités politiques, personnalités publiques, parmi les citoyens qui sont en prison, vous deviez être d'accord avec moi que ce sont des personnalités respectées et respectables, qui sont très attachées à leur dignité, à leur honorabilité. Justement, il y va de leur honneur que leur libération soit le fruit de l'exécution d'une décision de justice. Tout ce qu'il faut demander est qu'il y ait un procès dans les règles de l'art, transparent, dans un délai judiciaire raisonnable. Parce que, comme moi, vous entendez que l'entourage de ces personnes s'illustre dans une communication pratiquement tous les jours qui tente à prouver que le dossier il est vide, même lorsque le 11 octobre dernier, l'une des personnalités était devant le juge d'instruction, à la fin donc de l'audience, les réseaux sociaux ont été inondés avec un certain nombre d'écrits qui tentent à mettre dans la tête des Béninois que ces personnes sont en prison dans un dossier qui est vide, où il n'y a pas de preuves. Justement, quand on est en présence
d'un dossier avec de telles caractéristiques, on n'a pas à s'inquiéter à ce qu'au terme d'un procès, ces personnes soient innocentées. Et donc, pour ça, on ne peut pas demander au président Patrice Talon de faire quelque chose qui est contraire à l'ordre républicain, quelque chose qui viole le principe sacré de séparation des pouvoirs dans un état de droit. Je suis pour le procès normal, le procès transparent, avec des juges totalement indépendants. Et à la fin, il y a deux portes de sortie, où il y a deux possibilités pour la porte de s'ouvrir. Soit ces personnes sont innocentées et tout le monde, leurs proches, les partisans, leurs familles, leurs amis vont applaudir. Soit ces personnes sont reconnues coupables des faits qui sont mis à leur charge et en ce moment, dès qu'il y aurait une décision définitive de la justice, on pourrait demander au président de la République d'utiliser ses prérogatives constitutionnelles pour permettre à ces personnes de recouvrer leur liberté. Mais en l'état actuel du processus, je pense qu'il est prématuré et il n'est même pas bienséant que l'on pense que le président Patrice Talon, à lui seul, même le président de la République dans un pays qui pratique un présidentialisme fort, est suffisamment fort pour qu'à lui tout seul, rien que par la décision du seul président de la République, toutes les personnes qui sont en prison puissent être libérées. Alors, Rachidi Odio, si aujourd'hui Boni Yayi obtenait quelque chose dans le contexte actuel, où on remarque quand même une opposition de plus en plus mesurée, où des farouches opposants au moins farouches semblent tempérer leur discours, croyez-vous que tout est en train d'être mis en place pour que nous passions le cap de législatives apaisées? Vous parlez bien des législatives de 2023, oui. Il est important que vous sachiez que l'état d'âme, l'état d'esprit, les tempéraments affichés des acteurs politiques sont des indicateurs à prendre en compte avec beaucoup de réserve et beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce que même dans la manière de se présenter, dans la manière de parler de l'acteur politique, dans ses pensées, il y a toujours un fond stratégique. Et ce à quoi vous faites allusion n'est pas le déterminant de ce qu'en 2023, nous aurons des très bonnes élections législatives ou pas. La question qu'il faut se poser, pourquoi on devrait s'inquiéter pour ces législatives? Est-ce qu'il y a un problème? Les législatives vont être organisées sur la base d'un code électoral qui est connu, d'une charte des partis politiques qui est connue. Les partis politiques aujourd'hui sont un certain nombre, en tout cas plus d'une quinzaine. Il y a des partis qui ont été créés récemment qui sont en attente de l'obtention de leur récépissé provisoire et récépissé définitif. Il y en a d'autres dont la création est annoncée pour les prochains jours, les prochaines semaines. En principe, il n'y a aucune inquiétude. Les conditions pour remporter la victoire à des élections législatives sont connues. Les conditions pour être éligible à l'attribution des sièges sont connues. Il revient tout simplement aux partis politiques de travailler sur le terrain, de travailler à élargir leur base, de travailler à obtenir une adhésion de plus en plus large des électeurs, des populations, pour espérer passer de très bons moments électoraux en 2023. C'est ce qu'on a pensé jusqu'à la sortie du certificat de conformité la dernière fois. Non, puis je pense que vous n'allez pas faire comme les acteurs politiques non. Qui évoquent la question du certificat de conformité avec souvent beaucoup de subjectivité, qui ne reviennent plus sur la chronologie des événements. Je pense aussi que ce n'est pas le but de cette émission, donc ce n'est pas du tout utile de revenir là-dessus. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de raison que les législatives de 2023 ne se passent pas très bien. Alors, la question du mandat unique, agitée à nouveau par la coalition des jeunes patriotes, des esprits tendent à penser que ça pourrait être une nouvelle tentative voilée de la révision de la Constitution. Oh, vous savez, qu'en dites-vous? Le champ politique, c'est le terrain des suspicions, des supputations, des procès d'intention. Et la politique est ainsi faite sous nos cieux. Ce n'est pas que c'est mieux ailleurs, mais je parle d'abord de chez nous. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, tout comme les jeunes qui ont pris leur initiative sont libres de prendre toute initiative
pour autant que cette initiative n'est pas contraire à la loi, pour autant que cette initiative ne viole aucun principe républicain, aucune disposition légale en vigueur. Nous sommes en démocratie et moi j'ai pour habitude de dire que la caractéristique principale de la démocratie, c'est la pensée, c'est la parole, c'est la libre initiative. Des gens peuvent même demain faire un débat, prendre une initiative pour faire la promotion de 1000 mandats, de 4000 mandats s'ils veulent. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Nous sommes en démocratie. D'ailleurs, s'il n'y avait pas le rôle amplificateur des médias, personne n'entendra parler de ces jeunes. Vous-même, vous leur avez consacré quelques minutes sur votre plateforme. Donc, ça a permis au monde entier de prendre connaissance des intentions, des idées, des positions de ces jeunes par rapport au mandat unique. Alors, ils ont déposé un document au Parlement qui a été affecté à la commission des lois. Alors, sur cette question, on peut se demander, mais pourquoi l'affecter à la commission des lois alors que ce n'est pas un projet de loi, ce n'est pas une proposition de loi, ce n'est pas une proposition de résolution, ce n'est même pas une pétition. Voilà. Mais dans la pratique parlementaire, bon, certains acteurs qui ont eu à faire l'expérience du Parlement vous diront, qui n'ont jamais vu, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le document est affecté à la commission des lois. La commission des lois va faire son travail. Il y aura peut-être un débat en plénière et puis après, on verra la suite. C'est beaucoup plus la suite qui sera réservée à ce dossier qui, pour moi, devrait nous intéresser plutôt que l'initiative. Parce qu'en démocratie, tout est permis. Tout est permis dans la légalité, dans le respect des thèses constitutionnelles, légaux et réglementaires. Mesdames, Messieurs, en attendant donc cette suite, nous mettons un terme à cette émission. Rachidi Odo, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Oh, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Oh, le plaisir, il est partagé. Merci.